Bonjour. Carlos Lévi, Cicéron, recherche sur les académiques et sur la philosophie cicéronienne. Les comparaisons entre Cicéron et Philon d'Alexandrie sont éclairantes. C'est une œuvre politique et personnelle. Cicéron est reconnu dans la Nouvelle Académie. Soren Kierkegaard définit le sceptique comme une toupie qui se tient en équilibre pendant un temps mais ne peut se maintenir. Arcésilas donne une nouvelle direction à l'académie platonicienne. Pour Hegel, la nouvelle académie est le scepticisme même, la négativité pure. Arcésilas fut le seul à douter de son propre doute. Notre époque a privilégié l'opposition entre le penseur solitaire, coupé du monde, mais non de la lumière, peint si admirablement par Rembrandt, et d'autre part le philosophe engagé dans les conflits de son temps, soucieux d'effacer toute rupture entre la théorie et la pratique. Arcésilas, truculent, généreux et sarcastique, curieux des opinions d'autrui et prompt à les combattre. Il ne laissa aucun livre car il ne voulait donner son avis sur rien. Réserve à l'égard du pouvoir politique. Platon, dans la République, était opposé à tout scepticisme, difficulté à comprendre qu'il se réclamait de Platon sans faire état de la théorie des formes. La dialectique est le véritable lien entre Platon et la Nouvelle Académie. Dans sa façon de réfuter ses adversaires, il perpétuait la tradition socratique. Second Socrate, plus virtuose, moins profond, il a mis les philosophes du portique en contradiction avec eux-mêmes. Dans le système de Zénon, la suspension du jugement est une simple attitude de prudence devant des représentations incertaines. Pour Césilas, rien ne peut être connu avec certitude et le sage devrait toujours suspendre son assentiment. Pyrrhon éveilla Arcésilas de son sommeil dogmatique. Timon a une reconnaissance éperdue pour son maître qu'il vénère comme un dieu car il lui a appris la règle de vérité qui est de vivre au fil des apparences. Condition indispensable de la paix intérieure absolue. Pyrrhonisme originel avec un sens dogmatique, une véritable révélation sur la nature du bien, l'ataraxie est le but à atteindre. Parfaite équivalence des contraires dans les discours comme dans les choses. Les choses sont également indifférentes, impossibles à mesurer et ne permettant aucune décision et que l'on se doit d'être sans opinion, sans inclination et inébranlable. Giovanni Reale parle d'une indifférence ontologique. Pyrrhon est moraliste, indifférent à tout ce qui n'est pas le souverain bien, l'ascèse vers la disparition de tout désir, influence de l'Inde. Pyrrhon fut une sorte de saint, indifférence absolue, refusant d'éviter les obstacles. Le sceptique est celui qui continue à chercher par opposition au dogmatique. Sénèque était l'adversaire de la Nouvelle Académie, science nouvelle de ne rien savoir. Les pyrrhoniens sont toujours à l'affût de la vérité. Pyrrhon était imprégné de la sagesse des gymnasophistes, et cherchant à anéantir tout désir, toute souffrance, toute humanité même. Arcésilas se lance à l'assaut des systèmes dogmatiques avec l'ambition d'en formuler la plus rigoureuse des critiques. Pyrrhon avait une grande admiration pour Démocrite et y puisa le principe de l'isosténie. Les deux courants sceptiques sont des sagesses d'inspiration orientale. Toute philosophie est une interprétation de la science de son époque, Weisge. Arcésilas connaissait Théophraste, Ératosthène et le physicien Straton. Chez Théophraste, les formules sceptiques abondent et même la botanique est une science relative. Carnéade, ou la passion de la philosophie, le meilleur philosophe de l'Académie. Carnéade est une énigme car il n'a jamais rien écrit et il y a peu de témoignages. Il y consacra sa vie à la philosophie avec passion et il en oubliait de manger et négligea son apparence physique. C'était un ascète de la philosophie, sorte de Gorgias qui défendit brillamment la cause d'Athènes à Rome.
Il pratiquait sans scrupule l'art de défendre successivement le pour et le contre. Carnéade était essentiellement un dialecticien, non un sophiste. Il défendait une position, non pour la faire sienne, mais pour contredire. Il niait, affirmait, controversait dans tous les sens, Numérius. Il fonçait et entraînait l'auditoire de sa voix retentissante. Carnéade reprochait aux stoïciens de n'avoir pu donner une définition purement intérieure du souverain bien. Il n'est d'autre bien que l'honnête. Il ne faisait sien d'aucun système et n'avait d'autre fin que de mettre en lumière les contradictions inhérentes au dogme qu'il combattait. Clitomaque fit connaître sa pensée, Asdrubal de son vrai nom. Il consigna avec soin les pensées de son maître, contesté par Métrodore qui ramena l'Académie sous les lois de Platon. Clitomaque restait fidèle à la suspension universelle du jugement. La sagesse est étrangère à l'erreur. Métrodore, lui, admettait que le sage, comme tout mortel, donnait son assentiment à l'opinion. La nouvelle Académie est un intermède sceptique entre le dogmatisme des successeurs de Platon et celui d'Antiochus d'Ascalon. Incapacité du scepticisme à perdurer et de la fatalité du retour à un dogme. Impossibilité de toute connaissance certaine des Pyrrhoniens et de la nouvelle Académie. Le scepticisme cicéronien s'enracine dans le souci de liberté et de méfiance à l'égard de la prétention à connaître la nature. Cicéron, quand il s'est mis à philosopher, a professé de préférence la philosophie académique. Un choix philosophique, s'il est durable, exprime profondément une personnalité. Après la guerre civile, ses concitoyens se consacraient avec passion à la philosophie. La personnalité de Carnéade frappa les Romains et cristallisa un intérêt pour la philosophie. Choc culturel de l'épisode des ambassadeurs de -159. Les gens étaient ensorcelés et subjugués par la parole du successeur de Platon. Lucilius, Horace furent des poètes satiriques et des Romains célèbres dans l'Académie. Les hauts personnages romains se rendaient à Athènes par curiosité intellectuelle, un véritable culte. Cicéron s'éloigne de la nouvelle Académie pour adhérer à la philosophie d'Antiochus. Il restera 6 mois à Athènes, son disciple après avoir hébergé des années le stoïcien Diotote. Considérant le stoïcisme comme une bouture du platonisme et comme un travestissement, Cicéron s'applique dans le texte à concilier les enseignements de ses maîtres académiciens. Métrodore de Sepsis présente l'histoire de la philosophie comme celle d'un ensemble de sectes se rattachant toutes, mais même les Pyrrhoniens, plus ou moins à Socrate et en même temps assez détachés de l'athénien pour lui reprocher d'avoir séparé l'étude et l'action. L'idée est que la philosophie est nécessaire à qui veut sortir de la masse des orateurs ordinaires et aspire à se rapprocher le plus possible de l'éloquence idéale. Condamnation de la prétention des philosophes à s'approprier l'art de bien parler, nostalgie d'un temps, Solon, Caton, où les hommes ne séparaient pas la théorie de la pratique et avaient l'ambition d'embrasser tout le savoir de leur époque. Aspiration à l'homme total où le conflit entre philosophie et sophistique disparaît. Ruiner les frontières artificiellement établies entre le penser, le dire et l'agir en donnant à l'orateur la formation philosophique la plus vaste possible. Détenir le pouvoir et le savoir, véritables sages capables de donner leurs avis, exigence d'universalité. Les méthodes philosophiques sont utiles pour aider l'orateur à s'élever au-dessus du lot des médiocres, incitant ceux qui veulent imiter Démosthène ou Périclès, ceux qui aspirent à l'idéal à s'inspirer de la méthode de Carnéade ou d'Aristote. D'un point de vue de l'éloquence, Cicéron dit que la scission de l'école platonicienne n'a pas grand sens. Même souci de la beauté du langage et l'orateur n'est pas une entité intemporelle, mais doit être définie comme l'adaptation aux conditions culturelles nouvelles de l'antique perfection romaine. Rien n'est plus honteux, plus indigne de la sagesse, l'outrecuidance précipitation, qui fait que l'on soutient fermement des propositions dont on n'a pas suffisamment établi la vérité. Conscience morale du philosophe.
À la temeritas s'oppose la libertas qui cherche à déceler le probable à travers les discours contradictoires, continuité entre l'homme politique et le philosophe. Cicéron vient de vivre une guerre civile et de perdre sa fille. Épithète, la philosophie naît de la conscience qu'ont les hommes du conflit qui les oppose et de la volonté d'expliquer celui-ci. La rupture socratique et l'abandon de la physique au profit de la dialectique et de la morale, image de Socrate, fondateur d'une philosophie délaissant l'univers pour s'intéresser uniquement à l'homme. Cicéron, Socrate, de qui dérive toute notre philosophie relative à la conduite et aux mœurs. La conviction que la recherche doit être poursuivie sans relâche. Entre le dogmatisme et le probabilisme, dit Cicéron, il n'y a pas de différence de contenu, mais la distance qui sépare l'homme libre de celui qui ne l'est pas. On songe à Valérie écrivant que les éponges et les sots ont en commun le fait d'adhérer, sont incapables d'une quête exigeante de la vérité, alors que le probabiliste poursuit inlassablement sa quête. Il chante la libertas que le peuple romain venait de perdre. Le temps est un bon auxiliaire, a dit Aristote. Antiochus, lui, ne peut comprendre cette stagnation dans l'ignorance qu'il attribue à la Nouvelle Académie. Lucullus fait un discours en réquisitoire contre la Nouvelle Académie et un plaidoyer en faveur du critère stoïcien, c'est-à-dire la démonstration que l'évidence est le signe de la vérité. Dans la mise en cause, il ne suffit pas d'opposer l'évidence elle-même, mais toute une argumentation fondée sur celle-ci. Cette défense du probabilisme est définie comme une théorie de la liberté, permettant à la fois l'action et une sagesse pure de tout assentiment erroné. Cicéron a constamment pour stratégie de présenter dans la discontinuité ce qui pour les stoïciens est cohérent et ne se conçoit que dans l'unité et le mouvement. Immense travail de Cicéron pour forger une langue philosophique latine. Toute langue a son génie, ou comme disent les linguistes, sa façon de découper le monde. Chez Épicure, l'évidence doit être comprise comme un aspect de la théorie atomiste de la perception, tandis que le concept stoïcien nous renvoie à l'idée que chaque être présente une qualité propre qui interdit de le confondre avec un autre, l'action. Avant Zénon, personne n'avait énoncé cette idée qu'il est possible à un homme de ne pas faire de conjectures et que pour le sage ce n'est pas seulement une possibilité mais une obligation. L'académicien veut substituer le soupçon permanent que les choses ne sont pas comme elles nous apparaissent en perpétuant la tradition platonicienne de méfiance à l'égard des sens et des certitudes immédiates. Le problème fondamental est de savoir s'il est possible ou non de percevoir la réalité à travers les sensations, le jugement et l'action se trouvant déterminés par la position que l'on adopte à propos de la représentation compréhensive. L'assentiment n'est pas un jugement abstrait, il ne peut être dissocié de la personnalité de celui qui le donne. Dans la réfutation d'Arcésilas, l'adhésion à l'évidence n'est plus le modèle de toute connaissance sûre, mais l'obstacle, le piège dans lequel le sage se gardera bien de tomber. Sextus Empiricus définit le scepticisme comme la faculté d'opposer concept et apparence jusqu'à parvenir à l'ataraxie. La sagesse que la Nouvelle Académie oppose à celle des stoïciens n'est nullement l'indifférence aux apparences, mais la conviction que l'erreur est possible, quelle que soit l'évidence de la représentation. Arcésilas s'appliquait comme Socrate à ruiner les fausses certitudes chez tous ceux qu'il rencontrait. Volonté d'Arcésilas d'aller encore plus loin que Socrate dans le non-savoir. Sénèque dira que le sage vit sur un pied d'égalité avec les dieux, en concédant aux stoïciens que le sage est infaillible. La sagesse socratique consistant à avoir une conscience lucide de sa propre ignorance. Et Arcésilas déclarait que l'homme ne peut même pas être certain de son incapacité à savoir. Attitude d'Arcésilas à l'égard du problème de l'action. Régler ses choix et ses aversions en suivant le raisonnable, l'action convenable. Rôle considérable de Cicéron dans l'élaboration du concept de probabilité,
Pour Cicéron, le choix des mots est contingent et sera secondaire par rapport à la tâche essentielle qui est de percevoir la réalité dont ils ne sont que les signes. Le probabile est à la fois ce qui peut être confirmé par une démonstration rigoureuse et ce qui recueille l'assentiment d'un individu ou d'un public déterminé. Le langage cicéronien se situe dans le registre platonicien de la vérité et de son image. Il exprime à l'intérieur même de la philosophie du doute la réalité de la vérité. Le travail de la raison est nécessaire pour que la prénotion puisse rendre compte véritablement de la réalité. Plus clair, plus conscient sera son contenu, mieux fondé sera le jugement. Le stoïcisme fit de la dialectique la science du jugement, vrai, et le rangea parmi les vertus du sage. Carnéade exprima sa condamnation de la dialectique en la comparant soit au poulpe qui se dévore lui-même, soit à Pénélope défaisant la nuit ce qu'elle avait tissé le jour. Cicéron, cette prétendue science est incapable de se définir un domaine qui lui soit extérieur, et loin de permettre un quelconque progrès, elle se détruit elle-même. Arcésilas se réservait le rôle du contradicteur. Pour Cicéron, laisser libre l'interlocuteur de défendre son point de vue, mais le rendre conscient des contradictions que comporte son opinion, et que la discussion intellectuelle soit une démonstration de rigueur intellectuelle et l'occasion de créer de la beauté. Pour Sénèque, sublime de confiance dans la nature humaine, affirmant que non seulement l'homme peut parvenir à un bonheur identique à celui des dieux, mais que les obstacles rendent cette conquête improbable, plus éclatante de perfection. Cicéron répète « Je ne suis pas le sage, conflit entre l'inspiration idéale et la réalité quotidienne ». Apologie de la liberté intérieure, du détachement et de la conduite probable consciente de sa faillibilité. La sagesse, l'homme le plus parfait possible, n'est pas Dieu. Tel est l'enseignement des académiques. L'homme n'est pas Dieu. Le message s'adresse aux stoïciens et à César. Hypothèse triple pour la définition du bien, la sagesse, le plaisir ou le mélange des deux, en assimilant l'absence de douleur au plaisir. Multiplicité et variété des dogmatismes. Tous les moralistes identifient le souverain bien à l'objet de la tendance naturelle. La véritable nature de l'homme est la raison. Cicéron fait sienne la tradition de Platon et surtout celle d'Aristote qui définit l'amitié parfaite comme étant celle des gens vertueux, alors que l'intérêt et l'agrément ne peuvent produire que des analogues de l'amitié. Aux yeux de Cicéron, le stoïcisme est un échec ou un plagiat en tant que naturalisme, mais une construction admirable en tant qu'expression de l'exigence morale la plus absolue, selon l'Arpinate. La réflexion cicéronienne est l'idée que la philosophie ne peut se construire que sur des bases qu'elle aurait elle-même élaborées. Cicéron admire passionnément Platon. Carnéade oppose la destinée de l'homme juste à celle de l'homme injuste, affirmant que le premier a toutes les chances d'être le plus misérable des êtres, tandis que le gredin connaîtra la réussite. Les hommes sont uniformément mus par l'égoïsme. En se faisant le défenseur d'une thèse qu'il récusait, Carnéade s'efforçait de montrer le danger qu'il y avait à fonder la justice sur des concepts qui avaient été utilisés par les sophistes pour enlever toute réalité ontologique à celle-ci et voulait empêcher les stoïciens de poser comme valeur absolue, comme terme ultime de la recherche sur l'essence de la justice. Pour Platon, dans le Timée, l'idée que les lois de la nature sont les pensées de Dieu, ou pour désigner la parcelle de divinité qui est en l'homme. Pour Philon d'Alexandrie, la loi est la copie de la loi cosmique et l'auteur en est la divinité même, en inspirant. L'humain le plus parfait, Moïse. La loi de Moïse est la sagesse divine elle-même. La cause absolument vraie, il est nécessaire que ce soit Dieu seul qui la connaisse. Pour Philon, la loi était donnée par Dieu lui-même, et le caractère divin de ce don est déjà en lui-même porteur d'une universalité que l'exégète se doit de mettre en lumière. Pour Philon et Cicéron, la philosophie n'est pas seulement recherche théorique, mais aussi une ambition d'enrayer un processus de décadence. La politique a appris à Cicéron
que ce que les choses semblent être a souvent autant d'importance que ce qu'elles sont vraiment. Problématique de l'image où l'erreur n'est pas ignorance radicale mais maladresse dans la reconnaissance du savoir. Pour Cicéron, même si le bonheur est inaccessible aux hommes, les hommes peuvent vivre et même incarner pleinement les valeurs morales. L'infaillibilité du sage ne peut être purement intérieure. Morale qu'elle doit exercer dans tous les domaines et que la certitude doit être grande. Philon d'Alexandrie se présente comme un défenseur de la liberté humaine, Code Deus. Il n'identifie pas Dieu à la nature, n'est pas le Dieu premier, mais l'œuvre du Dieu premier. Contrairement aux Chaldéens, dont la science physique symbolise le déterminisme absolu, Abraham émigre hors du monde vers ce Créateur. Il comprend que le bien et le mal ne naissent pas du mouvement régulier des astres. Il est celui qui est le premier qui sait distinguer Dieu et ses puissances. Les stoïciens sont aussi convaincus que Philon qu'il n'est d'authentique liberté que dans la reconnaissance de la perfection divine. Cette indépendance est un pré divin et partant une épreuve. Cicéron, contrairement à Philon ou à Plotin, peut penser l'expérience de la liberté humaine autrement que dans sa relation à Dieu. Autonomie de l'acte volontaire, coïncidence avec la démarche de Carnéade, faisant de l'automotion de l'âme d'origine de la liberté donnant une réalité psychologique au libre arbitre. La liberté est liée chez Lucrèce à l'indétermination de la matière et elle devient chez Sénèque ou chez Marc Aurèle la conscience de la détermination universelle. Cicéron a fait sienne une théorie de la volonté par le génie de la langue latine, soucieux de ne pas aller à l'encontre du sens commun. La rhétorique apparaît clairement avec un degré de finesse et de précision sur la volonté, génie propre à la langue latine, avec des concepts comme libertas ou voluntas sur le libre arbitre. La formation juridique de Cicéron et sa longue pratique des tribunaux ont joué un rôle important dans la constitution de sa philosophie de la volonté. Sa philosophie ne peut être isolée de son action comme homme politique. L'idée que l'humiliation du sens, des sens et de la raison a pour conséquence la reconnaissance de la toute-puissance divine ne se trouve ni chez Carnéade ni chez Cicéron. Cicéron a conscience de la beauté du monde et c'est ce qui l'attire vers la thèse stoïcienne de l'immanence, car comment admettre qu'il existe quelque chose d'encore plus parfait que la nature ? La religion de Cicéron est celle d'un Dieu à la fois très proche, car sa présence est perçue immédiatement dans la perfection de l'ordre de l'univers, et très lointain, car toute communication avec lui semble impossible. Sentiment d'humilité devant une transcendance encore indéfinie. L'adhésion de Cicéron à la Nouvelle Académie n'eut pas de véritable continuité et la rencontre avec Antiochus lui permit de la découverte d'une version du platonisme qui ne fera jamais entièrement sienne, mais qui l'influença. Cicéron pensa l'action politique dans les mêmes termes que l'engagement philosophique, opportunisme. Le tyran et le dogmatique cherchent avant tout à se mettre en avant, à s'affirmer eux-mêmes et non d'autre temps que le présent. La réflexion cicéronienne réhabilite au contraire la durée, la recherche peut être infinie, mais confiante. Le tyran et le dogmatique imposent leur vérité. Pour Cicéron, au contraire, le critère de la vérité est le consensus, l'acceptation universelle. Le tyran et le dogmatique ont leur propre hiérarchie de valeurs morales. Cicéron cherche à établir des échanges féconds. Au moment où César détenait un pouvoir sans partage, Cicéron exprima la tradition et un instrument de résistance avec la philosophie de la Nouvelle Académie. Lorsque l'Arpinate exalte les libertas du philosophe académicien, c'est aussi de celle du citoyen romain qu'il s'agit. Lorsqu'il oppose le consensus à la fausse clarté d'une vérité individuelle, il réfute César tout autant que Zénon ou Épicure. Il considère l'homme comme une particule de liberté, sans ériger l'individu en absolu. La conscience de la liberté est inséparable de celle des limites humaines et le début de toute authentique philosophie, qui doit être recherchée dans le sentiment de la transcendance du vrai par rapport aux doctrines qui prétendent en être l'expression. La Nouvelle Académie s'est toujours prétendue libre de toute attache doctrinale. Cicéron
pense que le monde que l'on croit réel n'est que l'image de l'être véritable, immanence. D'où la séduction du stoïcisme sur Cicéron, qu'il combat sans relâche, en posant la question insupportable pour tout pouvoir dictatorial: la perfection, la certitude absolue sont-elles compatibles avec la condition humaine? Merci.